Il ne s'agit pas de décisions politiques, mais de la logique des opérations de combat. Parce que le personnel militaire regarde où c'est le mieux, où il y a des ravins, des montagnes, des rivières, où il vaut mieux que les troupes aillent pour atteindre le résultat final avec le moins de pertes possible. Il y a une certaine logique dans les opérations de combat et les troupes se retrouvent dans différents territoires. Mais vous savez, nous avons ce vieux dicton qui n'est ni un proverbe ni une parabole, mais une vieille règle. Partout où un soldat russe pose le pied, c'est à nous. Et la mer Baltique, vous allez voir que c'est un endroit où les Russes veulent garder pied, une zone ultra sensible où se concentrent tous les risques de tension. La mer Baltique, d'ailleurs, écoutez cette rare déclaration du général Burkhardt, le chef d'état-major des armées. En cas de confrontation, je peux vous assurer qu'il n'y a pas un bateau russe qui arriverait à traverser la Baltique. La Baltique, Saint-Pétersbourg, c'est entre 50 et 60% des approvisionnements économiques de la Russie. C'est ça la réalité aujourd'hui. En termes de géométrie d'espace de bataille, la Russie se retrouve dans une situation très très compliquée aujourd'hui. Anne Zante, la Baltique, lieu d'une possible confrontation. Mais depuis quelque temps, en tout cas, tous les regards, toutes les attentions sont portées sur cette région. Ça fait déjà un petit moment et on sait, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une zone de confrontation. C'est le lien qui permet à la Russie de rejoindre aussi son exclave, Kaliningrad. On a un commerce important, on a des pipelines, on a des câbles sous-marins. Mais l'Europe, elle n'a pas attendu les déclarations de Poutine il y a quelques jours pour réagir. Dès 2015, les pays riverains de la Baltique, plus les Pays-Bas, plus la Grande-Bretagne, mettaient au point la Joint Expeditionary Force, qui est une force opérationnelle militaire qui n'est pas sous commandement OTAN, pour assurer la sécurité de la mer Baltique. La sécurité du ciel, c'est l'OTAN qui l'assure en Estonie, et la France y prend toute sa part. Et puis enfin, la toute dernière initiative otanienne, qui est la Baltic Sentry, qui a été mise en place en janvier 2025 pour justement renforcer la protection de nos infrastructures sous-marines. Donc l'Europe, elle agit, elle réagit, et ça permet de dire qu'en ce moment, ceux qui, notamment sur l'échiquier politique français, se permettent d'émettre des hypothèses dans lesquelles il faudrait que la France sorte de l'OTAN, se trompent lourdement. Parce que cette zone, la mer Baltique, on pourrait l'intituler la mer de la démocratie. C'est la mer qui nous défend, qui nous permet d'assurer de rester un monde libre. Donc il faut qu'elle soit défendue. On a besoin de l'OTAN, on a besoin de la JEF, on a besoin de tous, et la France y prendra toute sa part. Le problème, c'est que démocratie avec Russie, Xavier, ça rime parfois assez mal, et c'est bien pour ça que Poutine ne voudrait pas lâcher ses territoires. Non, mais pour Il voudrait même peut-être en conquérir de nouveau. Exactement, mais pour Poutine, la Baltique, ça risque d'être comme la mer Noire, une mer de laquelle il est totalement exclu. Aujourd'hui, d'ailleurs, grâce à lui... Et ça, c'est pas entendable pour lui, normalement. Non, c'est pas entendable. C'est pour ça que le risque de confrontation est forcément beaucoup plus élevé. Mais aujourd'hui, vous savez que la Suède, par exemple, a rejoint l'OTAN suite au conflit en Ukraine. Donc 7 pays sur 8 riverains de la Baltique appartiennent aujourd'hui à l'OTAN. En prime, on voit sur la carte, au nord de l'Allemagne, il y a le Danemark en face de la Suède, le détroit pour sortir de la Baltique, qui s'appelle le détroit de Kattegat, est large d'une vingtaine de kilomètres. Très peu profond, ce qui fait que les navires d'importance ne peuvent pas y manœuvrer très facilement, sont obligés vraiment de suivre les chenaux pour sortir de la Baltique. Donc en fait, ça ressemble à un piège pour la flotte russe de la Baltique. Ils peuvent en tout cas difficilement en bouger. Et puis l'OTAN déploie des moyens considérables. À l'exemple des Ukrainiens, l'OTAN va déployer des drones navals qui vont assurer la surveillance et possiblement l'attaque de navires si jamais c'était nécessaire. Il y a une montée en puissance très très forte, à l'égal encore de ce qu'on a vu en mer Noire. Général, quand le chef d'état-major des armées, le général Burkhardt, dit que si les Russes bougent dans cette région, ils seront très mal. La question est de savoir qu'est-ce qu'il entend par bouger. J'imagine une attitude agressive, offensive. C'est vrai que la cohérence géostratégique qu'a créée l'entrée de la Suède, et vous l'avez souligné, l'entrée de la Suède et la Finlande dans l'OTAN, est un vrai sujet pour M. Poutine et pour ses chefs militaires. Et c'est pour ça qu'il s'y opposait et que ça a été une très mauvaise nouvelle pour lui. Il y a malgré tout des points de fragilité auxquels il faut être attentif, des îlots qui appartiennent aux uns et aux autres, qui pourraient permettre aux Russes éventuellement, sur des opérations très ponctuelles, de venir prendre pied. Mais ça, l'OTAN y est sensible. Ce qui est important, c'est quand même cette présence, si vous voulez, de cette enclave
de Kaliningrad, et c'est d'ailleurs qui a fait polémique. D'ailleurs, il y a des missiles... Alors, justement, Iskander qui peuvent être... Ça a fait polémique, puisque c'est là que Poutine a déployé les missiles Iskander en contravention à l'époque, avec les traités sur les armes de portée intermédiaire, c'est-à-dire des armes qui portaient... dont certaines, d'ailleurs, auraient des têtes nucléaires. C'est possible. On pourrait en avoir. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est possible. Et les Iskander, on les voit à l'œuvre régulièrement en Ukraine. C'est des missiles tout à fait imposants et efficaces. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui pourrait déclencher à un moment ou à un autre. Il y a des sous-marins qui passent là aussi. Il y a beaucoup de trafic, en fait, militaire. Donc, il y a toujours l'accident. Alors, ou la volonté, ou l'accident. Il y a la flotte aussi fantôme. La flotte fantôme qui passe, et c'est compliqué pour les pays, ça aussi. C'est compliqué pour les pays, parce que là, il s'agit d'eau internationale. Donc, ils ne peuvent pas arrêter ces flottes fantômes. Mais d'un autre côté, on sait ce qu'elles font. Donc, cette gestion, je dirais, d'une mer et d'une mer intérieure comme ça, demande pas mal de précautions malgré tout, pour ne pas faire de fautes, et d'attention. Mais ça, évidemment, l'enclave de Kaliningrad est surveillée comme le lait sur le feu. Oui, mais avec un pays belliqueux. C'est-à-dire que Poutine ne rêve que d'une chose, c'est-à-dire de mettre le feu aux poudres. Donc, tout peut être prétexte. La flotte fantôme, c'est un vrai problème, d'autant plus qu'en Baltique, aujourd'hui, elle est escortée par des destroyers de la marine russe, justement pour qu'il ne puisse pas y avoir de contrôle, pour qu'on ne puisse pas déterminer... Un bateau, d'ailleurs, quelle est l'origine du bateau, mystérieusement explosé. Oui, alors ça, c'était en Méditerranée, qui a mystérieusement, et voilà, il semblerait qu'un service d'un pays étranger à la Russie soit peut-être à l'origine de cette mystérieuse explosion en Méditerranée. Non, mais comme quoi, voilà, tout peut être prétexte. Pour revenir à la Méditerranée, bien sûr, mais le souci, des pétroliers comme ça, il y en a. Il y a déjà eu des heurts sur des volontés de contrôle de pétroliers fantômes, où tout de suite, il y a des avions russes qui arrivent, il y a des menaces qui sont lancées. Alors pour le moment, ça reste sous le seuil de l'affrontement, mais à un moment ou à un autre, il peut y avoir un dérapage qui conduise à un conflit de plus grande envergure, d'autant plus que la Baltique regorge de navires de guerre de toute nationalité. Il y a 8 pays autour de la Baltique et les Russes ne sont pas les derniers, avec des bateaux modernes et performants qui sont basés soit à Saint-Pétersbourg, soit à Kaliningrad. Magali. Pour revenir à l'audition justement de Thierry Burkhardt devant la commission défense de l'Assemblée, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit finalement, il a enchaîné les revers stratégiques, Vladimir Poutine, depuis le début de cette guerre. Parce qu'en effet, comme on le voyait sur la carte, la mer Baltique est devenue un lac russe, il a perdu un lac otanien, pardon. La Russie a perdu un certain nombre d'alliés, à commencer par la Syrie en plus ces derniers temps. Donc il est dans une position difficile, mais en fait c'est presque ce qui en fait le danger, parce qu'il peut être poussé à une espèce de fuite en avant. Et Burkhardt dit cette chose, c'est que je crains que la Russie ne tienne 5 minutes de plus que nous dans le cas d'une confrontation. En fait, c'est ce danger-là, c'est cette fuite en avant de l'appareil aussi militaire russe, de la machine de guerre, de l'industrie de guerre russe, qui fait qu'aujourd'hui, évidemment, que cette Baltique est surveillée comme le lait sur le feu, on regarde tout ce qui s'y passe, mais en fait, on manque quand même de moyens d'interception. On le voit d'ailleurs quand certains pétroliers russes, on essaye de les arraisonner, puis finalement, ils continuent leur route. Il y a une volonté de provoquer en permanence, et quand même une détermination de Poutine qui ne lâche absolument rien. Avec, voilà, Magali a raison, avec quand même un adversaire, on va l'appeler comme ça, qui est totalement imprévisible, et qui parfois d'ailleurs est à ce point belliqueux qu'il aimerait bien entraîner tout le monde dans un conflit. Le manque de moyens, ça c'est vrai, c'est sur le long terme. Est-ce qu'on serait capable de soutenir une guerre de longue durée dans le long terme? Et Thierry Burkhardt souligne ce point, on le sait, d'ailleurs on le mesure avec ce qui se passe en Ukraine. Mais effectivement, c'est jusqu'à quel point applique-t-on, c'est un vrai sujet pour nous, pour les démocraties de manière générale, pour l'OTAN, et vis-à-vis de la Baltique, c'est vrai aussi en mer Noire d'ailleurs, jusqu'à quel point applique-t-on au pied de la lettre les traités et autres, alors que nos adversaires, ou notre adversaire en l'occurrence, lui, finalement, il n'en a pas grand-chose à faire. Et quel est le moment où on se décide, où on se dit, mais c'est plus possible?
Et donc, il va falloir changer quelque chose et peut-être se mettre en contravention. On le voit d'ailleurs dans le domaine des mines aussi, ça me vient à l'idée, parce qu'on est obligé de remettre en question peut-être des positions qu'on a, qui étaient des positions de stabilité, de sécurité. Et ça, c'est les bonnes questions à se poser. Est-ce qu'on peut les laisser continuer comme ça, et jusqu'à quel point on est prêt à agir et à les dérouter, mais avec la prise de risque, parce que les Russes essayent de nous intimider, c'est très clair.